Parler de la crise, la crise, la crise, la crise, la crise, la crise. Oui, c'est quoi? C'est pas économique, c'est pas la dette, c'est pas tout ça. C'est d'abord une crise de sens et une crise de modèle, une crise de vision du monde. Ce que je développe dans ce livre, qui fait un brillant résumé en 10 lignes, c'est justement l'idée que ces 5 grandes révolutions nous font changer de civilisation. Comme le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, et bien voilà, nous passons de la modernité à quelque chose que, faute de mieux, on appelle la postmodernité, mais on va revenir un instant sur ce thème. Pour expliquer cette perte de sens, je commencerai par cette citation de Thomas Friedman, qui est pourtant un Américain assez ultra-libéral, qui a dans le New York Times, après la grande crise de 2008, a écrit « Nous avons créé un système de croissance qui dépend de la construction de toujours plus de magasins, qui vendent de plus en plus de produits fabriqués par de plus en plus d'usines en Chine, alimentés en électricité par de plus en plus de charbon, qui causent de plus en plus de changements climatiques, mais permettent à la Chine de gagner de plus en plus d'argent pour acheter de plus en plus de bons du trésor américain, qui permettent aux Américains de disposer de plus en plus d'argent pour construire de plus en plus de magasins, pour vendre de plus en plus de produits dont la fabrication emploie de plus en plus de Chinois. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'économie circulaire au mauvais sens du terme. Il y a une économie circulaire formidable, mais ça, c'est l'économie circulaire au mauvais sens du terme, celle qui n'a aucune signification. Et donc, il y a une crise du sens. On comprend bien aujourd'hui que le consumérisme ne mène nulle part. Et vous savez quoi? Les Chinois commencent à le comprendre. Il y a quelques années, très récemment, ils ont été frappés par les suicides de milliardaires. Plusieurs milliardaires chinois se sont suicidés pour des raisons différentes. Et alors que Deng Xiaoping avait dit « enrichissez-vous », il n'y a plus de religion, il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus d'idéal, donc il n'y a plus que le fric, hein, et bien enrichissez-vous. Et bien merde alors, ils redécouvrent que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc il y a une crise de sens dans la société. Et cette crise de sens, eh bien, elle va nous amener directement à cette question. Le titre de mon exposé, c'est « La postmodernité peut-être créer du sens ». Et il y a deux sens au mot postmodernité. Il y a le sens universitaire, celui essentiellement diffusé par Michel Maffezoli, mais aussi celui de la déconstruction, hein, qui va avec Derrida, avec Feyerabend, Toussaint-Vaud, etc. Donc, une postmodernité au sens universitaire, c'est une déconstruction dans un sens bien particulier. Il y a aussi le mot postmodernité au sens de ce qui vient après la modernité. On ne sait pas encore ce que c'est. Baudelaire, par exemple, a inventé le mot modernité vers les années 1860. Ça fait un siècle que la modernité avait commencé. Elle commence avec les premières machines à vapeur, bien sûr, les premières grandes usines de tissage en Angleterre. Donc dans peut-être 30 ans, 40 ans, j'espère qu'on n'attendra pas un siècle, on appellera cela peut-être l'ère du réseau. Vous savez, il y avait La richesse des nations à Adam Smith. Ce matin, il y a un livre à Harvard par un professeur peu connu, mais qui a écrit La richesse des réseaux. Je pense qu'il a raison. On passe de la richesse des nations à la richesse des réseaux. C'est peut-être l'ère du réseau, l'ère de l'Internet, je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, on appelle ça la postmodernité. Alors, au sens universitaire du terme, plus restreint, je prendrai ici Michel Maffezoli, mais d'une certaine façon, quand j'interviens avec lui, on intervient dans beaucoup d'endroits, on a presque les mêmes métaphores, presque le même vocabulaire, les mêmes exemples. Et à la fois, je considère donc comme un de mes maîtres à penser, et à la fois j'ai une grande différence avec lui. En effet, l'œuvre de Maffezoli pourrait s'intituler Le retour des magiciens. C'est une référence à Provence, bien sûr, le matin des magiciens. Il s'agit de montrer comment dans une société que nous voulons moderne, que nous voulons rationnelle, l'émotion, les affects, l'ambiguïté, voire l'irrationalité, hein, se développent partout. Il y a une irrationalité cachée, un peu comme Fernand Schwartz demain nous parlera d'un sens caché sur son dernier livre, que je vous conseille aussi. Eh bien, là, nous avons, dit Maffezoli, un retour au paganisme. Il voit ressurgir Dionysos, et on en parlera demain, c'est son sujet. Il voit ressortir Dionysos et Bacchanal dans les rave parties, les concerts techno, le Burning Man, où il envoie ses étudiants étudier, vous savez, cet homme qu'on brûle devant 50 000 personnes en Californie dans le désert, etc., etc. Bref, la modernité a voulu chasser la part d'ombre qui existe de façon immémoriale dans l'être humain. Eh bien, c'est raté, hein, elle revient au galop. C'est ça que nous dit Maffezoli, que je cite, poussé jusqu'à son point le plus ultime, la morale d'un social totalement aseptisé a évacué à trop bon compte la part d'ombre qui est également un élément de l'humaine nature. Oui, face à la violence totalitaire de la morale, il y a un ressurgissement du droit au nocturne, lumière noire, qui ne manque pas d'éclairer ces moments d'effervescence intense où en des sabbats mystérieux se concocte une éthique spécifique au relents quelque peu immoraux. Eight Wide Shut, ainsi que le film si bien Stanley Kubrick, c'est-à-dire les yeux fermés aux injonctions de la raison moralisatrice,
que les bacchantes célèbrent, c'est bien, pardon, les yeux fermés aux injonctions de la raison moralisatrice, que les bacchanales célèbrent un lien sociétal dont le fil rouge est constitué par la passion, l'émotion et d'autres affects innommables. Bon, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et évidemment, ça existe. La grande question, c'est est-ce que c'est ça le futur? Et je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. En gros, ici, Maffezoli s'inscrit, et la déconstruction aussi, bien sûr, Feyerabend, regardez Feyerabend, anything goes. Enseigner l'astrologie ou l'astrophysique. Il était athée. Enseigner le créationnisme ou la biologie. La science est une forme de superstition comme une autre. Hein? Il faut séparer la science de l'État comme on a séparé la religion de l'État. Anything goes. Feyerabend. Derrida, la déconstruction, Maffezoli. C'est en fait le retour de Protagoras. Il n'y a de valeur que d'homme. C'est l'homme qui décide de toute chose. Vous voyez, morale relativiste généralisée pour tout le monde. Hein. On remet en cause toute forme d'universalité. Et c'est vrai que certaines formes d'universalité sont dangereuses, on y reviendra. Mais. Ce retour donc, au paganisme nous ramène non seulement avant la modernité, mais pour Maffezoli, bien sûr, parce que le retour au paganisme, avant le judéo-christianisme. Pour lui, monothéisme et christianisme ont désenchanté le monde, justement, désenchanté la nature. Et alors, l'autre dimension de cette postmodernité, au sens de Maffezoli, c'est bien sûr le tribalisme, on n'a pas employé le mot qui gêne tout le monde, le communautarisme. Il a écrit à le temps des tribus, il y a plus de 20 ans, avec comme sous-titre le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes. C'est très clair. Et donc il nous dit, voilà, il y a aujourd'hui un déclin de l'individualisme, il y a des tribus, et il a parfaitement raison. Sur Internet, il y a la tribu des gens qui aiment Madonna, la tribu des gens de Harley Davidson, ils ont leur totem, la Harley c'est un totem, le costume Harley c'est un totem, le pins Madonna c'est un totem. Vous voyez, on voit très bien effectivement arriver ce temps des tribus et ce tribalisme, ce fait qu'en fait on a voulu unifier le monde sur les valeurs, j'allais dire de la Révolution française et des Lumières, et on se rend compte qu'effectivement il y a plein de gens qui ruent dans les brancards, pas seulement en Chine et en Inde pour nous expliquer qu'ils ont leurs propres valeurs, mais aussi en Occident même. Et donc, je cite une deuxième et dernière fois Maffezoli, car n'en déplaise à ces dames patronesses, défonceresses d'un contrat social quelque peu suranné, hein, les Lumières, et qui poussent des cris de vierges effarouchées devant les mœurs sauvages des tribus contemporaines, oui, il y a bien du lien social, un lien primordial en quelque sorte, pour lequel l'individu compte pour peu, alors que la communauté est valorisée. Laissons aux vieilles filles effarouchées dont il a été question la critique facile et stigmatisante du communautarisme. Elles ont parti des pages entières dans ces bulletins paroissiaux qui ont succédé à la presse libre et courageuse. Laissons-les à leur jérémiade, il y a bien mieux à faire. Pensez les nouvelles et par bien des aspects anciennes, car on retourne effectivement à des formes anciennes, formes d'un être ensemble faisant sa mue. Pensez l'immoralisme éthique dans son éternel recommencement. Alors, c'est très beau, mais j'insiste sur le mot, l'idée de spirale. On est parti, vous voyez, un cercle, c'est pas un retour ici, non. Maffezoli et moi, on utilise, on est d'accord, la même idée de la spirale. Regardez, on arrive là, en projection, vous êtes au même niveau. Vous retrouvez des valeurs anciennes, vous retrouvez un certain nombre de valeurs, mais vous les retrouvez à une autre altitude. Il ne s'agit pas d'un retour au passé. Donc ça, c'est très important. Maintenant, nous ne mettons peut-être pas la spirale au même endroit, et là, on va en venir maintenant. En effet, je pense que c'est ni sur la techno, ni sur les rap parties, ni sur le Burning Man, ni sur les tribus, et encore moins sur la disparition de l'individu que sera fondée la société de demain. De New York à Pékin, hein, de Stockholm à Casablanca où j'étais hier, nous voyons surgir un monde nouveau. Un monde nouveau dans toute une série de civilisations. Et ce monde nouveau n'a pas été vu des sociologues. Il y a un terme pour le désigner, on appelle cela les créatifs culturels. Ça fait maintenant 15 ans qu'est paru un bouquin clé de Ray et Anderson, deux sociologues américains qui ont dit en 2000, on a vu aux États-Unis apparaître un nouveau continent, 60 millions de personnes à l'époque, d'après les sondages, 80 millions aujourd'hui, qui sont des créatifs culturels. Ce sont des gens qui ne sont ni des anciens ni des modernes. Dans toute civilisation, il y a les gens qui croient au progrès, il y a les gens qui croient en l'avenir, et il y a les gens qui disent « Ah, c'était mieux hier, ma pauvre dame, les jeunes aujourd'hui, ils ont plus de valeur, etc. etc. » Dans tout, il y a des textes magnifiques, il y a 2000 ans qui disent la même chose qu'aujourd'hui, chez les philosophes romains, etc. Vous voyez. Et bien là, ce qui est nouveau, c'est que les créatifs culturels rejettent avec la même violence les valeurs des anciens et les valeurs des modernes.
Il rejette les Tea Party américaines et il rejette la culture, justement, qui est la culture du progrès. C'est les gens qui disent Ernaud Lobo, Naomi Klein, etc., mais bien d'autres. Et c'est les gens que mon ami Marc Leux, penseur interdisciplinaire, qui a été membre pendant 10 ans de la direction de la prospective de la Communauté européenne à Bruxelles et qui est quelqu'un de relativement peu connu en France, voir son livre par exemple Le surgissement d'un monde nouveau, qui est formidable, eh bien Marc Leux appelle ça la transmodernité. Il dit pour lui la postmodernité au sens universitaire est le dernier avatar de la modernité. Car sa méthode est la même que la méthode moderne, mais elle est retournée contre le modernisme. Je cite Marc Leux. Les postmodernes ont accompli un travail intense et très utile durant les 20 dernières années. Ils ont désarticulé, démonté, désossé la modernité en la déconstruisant. C'était un travail extrêmement difficile et ingrat, mais il était nécessaire comme transition vers le XXIe siècle. Nous ne serions pas parvenus à opérer la transition vers la transmodernité sans le travail de bénédictin opéré par les postmodernes dont Jacques Derrida est le plus marquant. Ils ont été indispensables, mais leur méthode elle-même nous invite à aller au-delà vers la transmodernité. La postmodernité est sceptique, elle est fondamentalement source de scepticisme. Comment pourrait-il en être autrement puisqu'il n'y a pas de vérité? Eh bien voilà, on ne peut pas bâtir une civilisation sur le relativisme généralisé, sur l'absence totale de vérité. On ne peut pas non plus le bâtir sur une vérité dogmatique. Pour Marc Leux, la transmodernité eh bien, fait écho à ce que j'ai appelé moi le paradigme de l'incomplétude, qui est développé dans notre existence après un sens, c'est-à-dire il y a une vérité, mais nous ne pourrons jamais la posséder en totalité. C'est comme l'horizon, il sera toujours devant nous, mais ça n'empêche pas que l'horizon existe, voyez-vous. C'est comme si vous avez, Marc Leux prend l'exemple d'une table avec un trou au centre. Toutes les religions, toutes les civilisations sont assises autour de la table. Elles sont donc à égalité. La table est en ronde, évidemment. Sauf que au cœur de la table, il y a un trou. Donc personne, aucun être humain ne peut se tenir au centre de la table, puisqu'il y a un trou. Trou par lequel il peut justement passer une lumière. Pour ceux qui ont mon livre, vous verrez, j'ai fini le livre avec une gravure d'Escher qui s'appelle L'exposition des Stampes et qui contient un trou au centre. Ce n'est évidemment pas un hasard. Donc voilà maintenant cette postmodernité donc transformée en transmodernité, postmodernité au sens universitaire, engendre donc une transmodernité et donc le point principal de mon exposé c'est de vous définir la différence entre les deux. La transmodernité emprunte à la postmodernité plusieurs points communs. Par exemple la redécouverte du corps et de l'hédonisme, c'est évidemment une valeur postmoderne qui est aussi transmoderne. L'éloignement de toute forme de puritanisme, la remise en cause du pouvoir des experts. Avant, il y avait le prêtre, le médecin, l'instituteur, et puis l'instituteur, le prêtre, le médecin, et le docteur. Médecin, prêtre, instituteur et maire, voilà, politique. Donc la politique, on n'en parle même pas, la religion est bien mal en point, la médecine, dès que vous sortez de médecin, vous allez sur doctissimo.fr pour vérifier qu'il vous a donné un bon traitement avec tous les autres gens qui ont la même maladie, etc. C'est ça le réseau. Et puis l'instituteur, moi je suis enseignant, quand j'arrive dans mon cours, les élèves contrôlent sur Internet ce que je suis en train de leur raconter. Si vous êtes avant, j'avais le savoir, j'étais un professeur et eux ils avaient apprendre, maintenant c'est l'inverse. Je dois démontrer que j'ai le savoir. C'est eux qui ont le savoir parce qu'ils ont la connexion Internet pendant les cours. Vous voyez? C'est pas une caricature, mais c'est comme ça. Donc, renversement de toutes les structures des experts, remise en cause du pouvoir des experts, des structures pyramidales, des idéologies, des vérités absolues. Mais les 5 points essentiels que je vais développer maintenant, sur lesquels elle diffère de la postmodernité classique et les suivants. La redécouverte de la personne. Premier point. L'émergence d'une supraconscience. Et vous allez voir que ce n'est pas en contradiction avec le premier point. Donc, redécouverte de la personne, émergence d'une supraconscience, redécouverte du sacré, existence d'une vérité universelle inatteignable. Je l'ai déjà dit, c'est le trou au centre de la table. Existence d'une vérité universelle inatteignable et une morale ouverte. Et ce sont ces points, une morale ouverte. C'est ces points que je vais développer maintenant. La redécouverte de la personne. Loin de toute fusion dans le tribalisme, la personne sera au centre de la société de demain. Vous n'avez qu'à voir le succès immense de toutes ces techniques, bonnes ou mauvaises, soit mauvaises, d'ailleurs de développement personnel. Partout du développement personnel. Il ne s'agit plus ici de l'individu, il ne s'agit plus du citoyen au sens des Lumières de la République française, de la modernité, mais de la personne prise dans son ensemble, corps, âme, esprit, avec toutes ses aspirations, et pas seulement ses aspirations politiques et démocratiques, où la modernité avait voulu enfermer le citoyen, citoyen, citoyenne, comme disait la Révolution française.
Point numéro 1, la redécouverte de la personne sera un point clé de la transmodernité du monde de demain. 2, l'émergence d'une supraconscience. Ça peut paraître contradictoire, eh bien non. Parce que justement, la postmodernité et la transmodernité, la postmodernité déjà, sont dans des logiques non aristotéliciennes, des logiques de type Stéphane Lubasco. Vous avez A et non A, c'est contradictoire. Vous avez une onde et une corpuscule, c'est pas pareil. Mais si vous changez de niveau de réalité, vous êtes à la fois onde et corpuscule. Vous êtes à la fois A et non A. Donc oui, on peut avoir à la fois l'approche de la déconstruction, on peut à la fois avoir effectivement dans cette approche de déconstruction la redécouverte de la personne et l'émergence d'une supraconscience. Pourquoi? Ce n'est pas en contradiction, parce que l'internaute se consacre bénévolement au développement de Wikipédia, il contribue à sa personne, il contribue à son développement personnel, mais il contribue aussi à une intelligence collective, que à sa façon avait très bien vu Teilhard de Chardin. Je dirais que Wikipédia, c'est la réalisation première phrase de Noosphère de Teilhard de Chardin, et Marshall McLuhan avec le village global, bien évidemment. Pourquoi? Encyclopédia Britannica vient de jeter l'éponge. Ils viennent de jeter l'éponge après, ils avaient existé pendant 225 ans. Parce que les experts sont battus par des millions de gens en réseau. Il ne faut pas croire tout ce qui est sur Wikipédia, il y a même des trucs faux sur moi. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que pour un chercheur comme moi, ça fait progresser des choses de millions de fois. On est en train de changer de civilisation. C'est l'intelligence collective de millions de gens en réseau qui est plus forte que les experts. C'est la supraconscience, mais ce n'est pas contradictoire avec la redécouverte de la personne. Point numéro 3, la redécouverte du sacré. Certes, dans la postmodernité, vous avez aussi du sacré. Mais c'est un sacré unidimensionnel, c'est un sacré panthéiste, c'est la fameuse transcendance dans l'immanence, cher à mon ami Luc Ferry, que j'apprécie aussi beaucoup bien sûr. Mais si de nombreuses personnes peuvent se satisfaire de cette approche de la transcendance dans l'immanence, tout indique selon moi que la transmodernité sera basée sur la quête, excusez-moi, d'une vraie transcendance. Parce que la transcendance dans l'immanence, pour moi, n'est pas une vraie transcendance. Retrouvant ainsi l'écho des grandes spiritualités et des religions, y compris monothéistes. C'est la différence que je fais avec Maffezoli. Pour moi, effectivement, la postmodernité, ou transmodernité, si on préfère ce terme, comme je le défends ici, ça retrouve les idées anciennes d'avant la modernité, y compris les idées judéo-chrétiennes, alors que justement, la logique de Maffezoli et d'autres exclut le judéo-christianisme de ce monde post- ou transmoderne. Donc, redécouverte du sacré, y compris monothéiste. Et pourquoi? Parce que la réalité ultime pour ces approches ne se situe pas dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Et c'est justement ça que démontre, pour moi, la physique quantique, les nouvelles sciences. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est tout mon travail dans l'existence de tel sens. Quatrième point, l'existence d'une vérité universelle inatteignable. En gros, c'est le retour, mais à un autre niveau, encore une fois, je ne vais pas toujours à la spirale, c'est le retour à la caverne de Platon. C'est-à-dire, il y a effectivement une vérité universelle, mais comme les objets qui sont en dehors de la caverne, nous ne pouvons voir que la projection, que l'ombre. Il y a trois positions. Protagoras, qui est celle de la postmodernité, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est nous qui décidons ce qui est bien ou mal. Il y a j'ai une vérité, je la possède, je vous l'enseigne, et si vous n'êtes pas d'accord avec, vous êtes donc hérétique et je vous tranche la tête. Bon, c'est Daesh, mais c'est l'Inquisition, c'est tous les fondamentalistes de toute l'histoire. Et la position intermédiaire qui est en phase avec le monde transmoderne et en phase avec tout le nouveau paradigme scientifique, cette idée-là, c'est de dire il y a une vérité absolue, mais personne ne pourra jamais la posséder, ni même l'ensemble des religions, ni même l'ensemble des hommes. Et donc il y a une vérité universelle qui est inatteignable, et donc ça nous préserve heureusement de tout dogmatisme. Et le cinquième point, c'est la morale ouverte. La morale ouverte, et c'est logique, d'un côté, il y a la quête d'une vraie transcendance, et ça aboutit sur l'idée d'une vérité universelle mais inatteignable, et donc on a une morale, mais une morale ouverte. Et tout ceci est cohérent. Et donc la transmodernité ne prend pas la direction des bacchanales, elle n'est pas dionysienne. Sans retourner au puritanisme classique, ce point est essentiel, elle exige des hommes et des femmes de demain des comportements qui soient en accord avec des valeurs d'authenticité, de clarté, de transparence, d'égalité, que l'on retrouve au cœur de ces aspirations. La société transmoderne n'acceptera pas l'excision des petites filles africaines au nom d'une quelconque spécificité culturelle, pas plus qu'elle n'acceptera d'autres traitements dégradants de la femme, des pratiques pédophiles ou d'autres, qui avaient pu paraître en vogue dans les années qui ont suivi l'époque où il était interdit d'interdire. C'est en ce sens-là que mai 68 est bien mort,
et que nous assistons à un retour de la morale, même mon ami André Comte-Sponville, qui a vécu l'époque de mai 68, le signale lui-même avec force. Et Dieu sait, quand il dit, j'admirais les gens qui disaient en 68, j'ai pas de morale. Mais non, aujourd'hui, il en est revenu, il a bien compris ça, André Comte-Sponville, vous voyez. Donc on est dépassé, il est interdit d'interdire, c'est en ça que mai 68 est mort. Bon. Mais, encore une fois, c'est pas un retour à la morale classique. Cette morale ouverte, ses contours sont encore à définir, et il y a une histoire fantastique pour ça. C'est l'affaire Robert Pattinson, Kristen Stewart. Robert Pattinson et Kristen Stewart, de jeunes acteurs, beaux, riches et tout ce que vous voulez, étaient amoureux et jouaient dans un film. Et Kristen Stewart a couché avec le réalisateur. Ça a fait un scandale mondial, elle a été vilipendée dans toute la presse, alors qu'ils n'étaient même pas mariés. Alors que les actrices américaines d'avant Kristen Stewart, elles avaient 50 ans quand elles étaient mariées. Vous voyez? Et bien c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un retour du mariage, hein, mais on insiste sur la fidélité. Les gens doivent, s'ils sont ensemble, ils doivent respecter quelque chose. C'est pas un retour du mariage, c'est un retour de la fidélité. C'est pas un retour que les gens vont à la messe le dimanche, mais les monastères sont pleins à craquer et le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle a multiplié par 1000 sa fréquentation. Vous voyez, c'est ça la nouvelle idée. C'est-à-dire qu'en fait, hein, ce qui est très intéressant de voir là, c'est qu'on exige en fait une authenticité. Vous voyez, le fait de vivre ensemble vos mariages, mais on laisse ton mariage est en baisse, mais la fidélité est en haut. Donc les contours de cette nouvelle morale, hein, même si elle est encore floue, on en voit ici quelques-uns. Elle s'affranchit des conventions sociales anciennes, mariage homosexuel, etc. Bon, ok, on vit un couple du même sexe. Elle s'affranchit des conventions sociales anciennes. Elle emprunte à la postmodernité ses valeurs de recherche de bonheur personnel, voire de jouissance, au-delà des anciens tabous. Hein. Voilà, pourquoi pas se marier si on est heureux ensemble, même si on est du même sexe. Bon, d'accord, c'est ce que dit. Encore une fois, je ne prends pas parti, hein, je dis ce que est la. Là, je ne suis pas Fésoli, je dis que le monde de demain, il ne s'agit pas de dire ce que l'on souhaite, il s'agit de dire ce qui est. Je pense que Michel a raté certaines rêves, malgré son très haut niveau et de son centre d'études actuelles du quotidien, il a raté deux révolutions, celle du retour du sens postmoderne, transmoderne, et celle des culturels créatifs. Bon, ça c'est enregistré. Donc, j'aime bien Michel, ça reste un aspirateur fondamental. Tout en érigeant de nouvelles barrières, hein, contre le tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez, on va au-delà des anciens tabous, mais il y a des barrières contre le tout et n'importe quoi. On ne va pas faire de la pédophilie, on ne va pas faire du tourisme sexuel. Hein, avant, certains penseurs acceptaient ce genre de choses, ben maintenant, non. Fort logiquement, ce retour à la fidélité s'accompagne des retours à la famille. Qu'il est loin le cri de Gide, famille, je vous hais. Et là, justement, Luc Ferry lui-même le développe depuis 15 ans, la famille même recomposée au centre de la vie des hommes et des femmes de demain. Dans le passé, on pouvait mourir pour sa religion, on pouvait mourir dans des guerres de religion, on pouvait mourir pour sa patrie, quand les nationalismes se sont exacerbés, on pouvait mourir pour la révolution communiste quand on y croyait. Hein. Aujourd'hui, on aura du mal à trouver en Occident des gens capables de mourir pour la révolution, pour la religion et pour la patrie, tandis que Luc Ferry fait remarquer que la seule cause pour laquelle on pourrait sacrifier sa vie, c'est la famille. Alors, comme Saint-Exupéry l'a très merveilleusement dit, on meurt pour cela seul dont on peut vivre. Phrase magnifique. On meurt pour cela seul dont on peut vivre. On ne peut se sacrifier que pour cela seul qui donne un sens à sa vie. Ce qui veut bien dire que si on meurt pour la famille, on se retrouve bien, même recomposé, au centre du monde de demain. Bref, voilà ce que je voulais vous dire ici. Donc en fait, il est évident qu'on a aussi au cœur de la transmodernité toute une série de comportements qui étaient points centraux dans la postmodernité au sens universitaire de ce terme. Commerce équitable, nourriture biologique, toutes les pratiques qui accompagnent ce développement durable se retrouvent aussi au cœur de la personne transmoderne et des fameux créatifs culturels. Bref, j'ai essayé de vous montrer ici que nous sommes au début d'une nouvelle aventure humaine qui est basée donc sur ces 5 points. Ce n'est pas les 5 révolutions. Là, j'ai développé un tout petit bout de mon livre. C'était, pour ceux que ça intéresse, la fin du chapitre 9 de mon livre. Et uniquement la fin du chapitre 9. Il y en a 15. Bon, mais la fin, c'est mon livre sociologique. C'est la redécouverte de la personne, l'émergence de la supraconscience, la redécouverte du sacré, l'existence d'une vérité universelle inatteignable et la morale ouverte. Voilà les piliers, à mon avis, du monde de demain qui, j'espère, nous permettra de sortir de la névrose qui est le sujet de ce colloque. Merci.